Les hommes préfèrent se croire bons plutôt que responsables. Friedrich Nietzsche. Tu crois être quelqu'un de bien, pas parfait, pas irréprochable, mais fondamentalement correct. Tu te dis que tu as des valeurs, que tu fais de ton mieux, que tu essaies d'agir justement. Cette conviction te rassure. Elle te permet de dormir tranquille. Elle te permet surtout de ne pas regarder une chose beaucoup plus dérangeante, la manière dont tu utilises le bien et le mal pour te protéger de la responsabilité. Le bien et le mal ne sont pas pour toi des principes exigeants. Ils sont devenus des abris, des zones morales où tu te réfugies quand la réalité te demande un choix que tu n'oses pas assumer. Tu dis « ce ne serait pas bien, ce ne serait pas juste, je ne peux pas faire ça » et tu crois avoir clos la question. En réalité, tu viens simplement de déplacer le problème. Tu n'as pas choisi, tu t'es justifié. Nietzsche n'a jamais attaqué la morale par goût de la provocation. Il l'a attaquée parce qu'il voyait clairement ce que la plupart refusent encore de reconnaître. La morale est souvent utilisée non pas pour vivre plus intensément, mais pour éviter de risquer sa propre puissance. Elle devient une armure. Elle protège l'image que tu as de toi-même, même quand cette image est bâtie sur des renoncements. Observe ton langage. Il est révélateur. Tu dis que tu ne fais pas certaines choses parce qu'elles seraient mauvaises. Mais très souvent, ce que tu appelles mal n'est rien d'autre que ce qui te mettrait en danger, ce qui te ferait perdre une sécurité, ce qui t'obligerait à trancher. Tu appelles cela éthique. En réalité, c'est une peur habillée. Le bien et le mal te permettent de rester immobile sans te sentir lâche. Ils te donnent une supériorité morale qui compense ton absence de décision. Tu peux dire que tu es du bon côté, même si tu n'as rien construit. Tu peux te sentir juste, même si ta vie stagne. Et cette stagnation devient acceptable, parce qu'elle est moralement correcte. Nietzsche voyait là l'un des mensonges les plus profonds de l'homme moderne. L'homme ne renonce pas parce qu'il est mauvais, il renonce parce qu'il veut rester bon. Bon aux yeux des autres, bon à ses propres yeux, bon selon des règles qu'il n'a jamais vraiment interrogées. Et pendant qu'il protège cette bonté, il abandonne silencieusement toute possibilité de devenir plus fort, plus lucide, plus vivant. Tu n'utilises pas la morale pour te dépasser, tu l'utilises pour te contenir, pour rester à une hauteur acceptable, pour ne pas aller là où tu pourrais te perdre, ou te trouver. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas faire ça, ce ne serait pas bien », pose-toi une question simple. Est-ce vraiment une question de bien et de mal, ou est-ce une question de risque et de peur? Cette question te met mal à l'aise parce qu'elle détruit un refuge. Elle t'oblige à regarder derrière le vocabulaire, derrière les principes, derrière les valeurs affichées. Et ce que tu y vois n'est pas toujours noble. Tu y vois souvent un attachement excessif à la sécurité, une peur de décevoir, une peur de rompre, une peur de perdre une place, une image, une relation. Nietzsche ne te dirait pas de devenir immoral, il te dirait de devenir honnête. Honnête sur les raisons pour lesquelles tu fais ou ne fais pas certaines choses. Honnête sur la manière dont tu transformes tes limites en vertus. Honnête sur le fait que tu préfères souvent être irréprochable plutôt que responsable. Le bien et le mal, tels que tu les utilises aujourd'hui, ne sont pas des guides, ce sont des paravents. Ils te permettent de dire « je suis quelqu'un de bien » sans jamais te demander « qu'ai-je réellement créé ? Qu'ai-je réellement assumé ? Qu'ai-je risqué ?» Et tant que ces questions restent sans réponse, ta bonté n'est qu'une posture. Avant d'aller plus loin,
Fais une observation simple. Pense à une décision importante que tu évites depuis longtemps. Une décision réelle, concrète. Observe la première justification morale qui te vient à l'esprit pour ne pas la prendre. Ce ne serait pas bien. Ce serait égoïste. Ce ne serait pas juste. Ne la combats pas, regarde-la et demande-toi silencieusement: qu'est-ce que cette morale me permet d'éviter de risquer? La suite ira encore plus loin. Elle montrera comment la morale devient une stratégie de survie pour ceux qui refusent la responsabilité. La morale te donne une position confortable. Elle te permet de te situer au-dessus du conflit sans jamais y entrer. Tu peux dire que tu as raison sans avoir à agir. Tu peux te sentir juste sans avoir à choisir. C'est pour cela qu'elle est si attirante. Elle transforme l'inaction en vertu et la peur en sagesse. Elle te protège de la brutalité du réel tout en te donnant le sentiment d'être du bon côté. Nietzsche voyait très clairement ce mécanisme. Il comprenait que la morale n'est pas seulement un ensemble de règles, elle est une stratégie psychologique qui permet à l'homme de supporter sa propre impuissance sans se regarder comme tel. En te disant « je suis quelqu'un de bien », tu évites une autre phrase beaucoup plus dangereuse « je n'ai pas osé ». Et cette évitation structure lentement toute ta vie. Tu utilises la morale pour fermer des portes avant même de les avoir ouvertes. Tu dis que certaines choses ne se font pas, que certaines décisions seraient mauvaises, que certaines ruptures seraient injustes. Mais très souvent, ce que tu appelles injustice n'est rien d'autre que la fin d'un confort. Ce que tu appelles bonté est parfois la peur de déplaire. Ce que tu appelles loyauté est parfois l'incapacité à partir. La morale devient alors un langage qui masque le renoncement. Observe comment tu parles de toi-même. Tu dis que tu es quelqu'un de correct, de respectueux, de responsable. Mais responsable de quoi? De maintenir un équilibre qui te rassure? De préserver une image qui ne dérange personne? De rester fidèle à des principes qui t'empêchent de te confronter à ce que tu veux réellement? Cette responsabilité-là est facile. Elle ne coûte rien. Elle n'exige aucun risque réel. Nietzsche aurait dit que tu confonds morale et sécurité. La morale te permet de rester prévisible. Elle te rend acceptable. Elle te protège du chaos, mais elle t'éloigne aussi de toute création authentique. Car créer implique toujours de rompre avec quelque chose, de décevoir, de déranger, de prendre le risque d'être jugé. La morale que tu brandis t'évite ce risque. Elle t'offre une justification prête à l'emploi. Tu dis que tu respectes certaines règles, mais qui les a écrites? D'où viennent-elles? Les as-tu choisies consciemment ou les as-tu simplement héritées? Très souvent, tu vis selon des normes que tu n'as jamais interrogées. Tu les appelles valeurs. En réalité, elles sont devenues des automatismes. Et ces automatismes gouvernent tes décisions bien plus sûrement que ta volonté consciente. La morale te permet aussi de transformer ta frustration en supériorité. Tu peux regarder ceux qui osent et te dire qu'ils sont imprudents, égoïstes, immoraux. Tu te rassures en pensant que tu es plus juste, plus mesuré, plus humain. Mais cette supériorité est fragile. Elle repose sur une comparaison constante. Et plus tu compares, plus tu t'éloignes de ta propre trajectoire. Tu vis par opposition, pas par affirmation. Nietzsche appelait cela le ressentiment. Non pas une colère ouverte, mais une amertume silencieuse. L'homme qui ne crée pas commence à juger. L'homme qui n'ose pas commence à moraliser. Il transforme son incapacité à agir en condamnation de ceux qui agissent. Ainsi, il peut rester immobile tout en se sentant supérieur. Mais cette supériorité est une compensation. Elle ne construit rien.
La morale devient alors un tribunal intérieur permanent. Tu te juges sans cesse, tu juges les autres. Tu passes ton temps à évaluer ce qui est acceptable ou non, sans jamais te demander ce qui est nécessaire pour toi. Tu deviens expert en ce qu'il ne faut pas faire, mais tu restes ignorant de ce que tu veux réellement faire. Et cette ignorance n'est pas accidentelle, elle est entretenue. Il faut que tu comprennes ceci sans détour. Tant que tu utilises la morale pour éviter le risque, tu restes dans une position de survie. Tu ne vis pas selon tes valeurs, tu vis selon tes peurs. Et ces peurs se déguisent en principes pour devenir acceptables. Nietzsche ne te demandait pas d'abandonner toute morale, il te demandait de cesser de l'utiliser comme un refuge. Arrête-toi un instant ici. Observe une règle morale que tu invoques souvent, une règle qui revient automatiquement dans ton discours. Demande-toi sans ironie, qu'est-ce que cette règle me permet d'éviter de faire ? Ne cherche pas à la justifier. Observe simplement la fonction qu'elle remplit dans ta vie. Ce que tu découvriras ne sera pas flatteur, mais ce sera utile. La suite montrera comment la morale, une fois installée comme refuge, devient une identité entière. À force d'utiliser la morale comme protection, quelque chose bascule. Ce qui était au départ un ensemble de règles devient peu à peu une manière de te définir. Tu ne dis plus seulement « c'est bien » ou « c'est mal », tu dis « je suis quelqu'un de bien ». Et cette phrase change tout. Elle ne décrit plus une action, elle fige une identité. À partir de là, chaque décision n'est plus évaluée selon ce qu'elle produit, mais selon ce qu'elle menace dans l'image que tu as de toi-même. Quand la morale devient identité, tu ne te demandes plus ce qui est nécessaire, tu te demandes ce qui est acceptable. Tu ajustes tes choix non pas à ce que tu veux réellement construire, mais à ce qui te permettra de rester cohérent avec cette image de bonté. Tu refuses certaines actions non parce qu'elles seraient destructrices, mais parce qu'elles fissureraient le récit que tu entretiens sur toi-même. Et ce récit devient plus important que ta propre vie. Nietzsche voyait dans cette fixation identitaire une forme de décadence. Non pas parce que l'homme est immoral, mais parce qu'il devient prisonnier de sa propre vertu. Il ne se permet plus d'explorer, de tester, de rompre. Il se surveille, il s'auto-censure. Il se juge avant même que le monde n'ait le temps de le faire. Et cette surveillance constante épuise la volonté. Tu ne choisis plus, tu vérifies. Observe comment tu réagis face à une décision qui te mettrait en conflit avec ton image morale. Tu ressens immédiatement une tension. Pas une réflexion profonde, mais une alarme. Quelque chose en toi dit « ce n'est pas toi ». Et cette phrase est lourde de conséquences. Elle signifie que tu t'es enfermé dans une définition étroite de toi-même. Tu as décidé, consciemment ou non, de ce que tu es autorisé à vouloir et de ce que tu dois refuser d'emblée. Cette identité morale te donne une stabilité. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu représentes. Tu sais ce que tu peux condamner chez les autres. Mais cette stabilité a un prix. Elle réduit ton champ d'action. Elle t'empêche d'évoluer autrement que dans les limites que tu t'es imposées. Tu peux t'améliorer, mais seulement dans une direction déjà validée par ton image. Toute transformation réelle, imprévisible, risquée, devient suspecte. Nietzsche aurait dit que tu confonds cohérence et fidélité à une image figée. Être cohérent n'est pas répéter les mêmes jugements. Être cohérent, c'est être fidèle à une exigence intérieure, même quand elle te force à remettre en question ce que tu croyais être. La morale identitaire fait l'inverse. Elle te demande de rester fidèle à ce que tu as déjà été, même si cela t'étouffe. À partir de là, la morale cesse d'être un outil et devient une prison. Tu ne l'utilises plus, tu la défends. Tu la protèges. Tu t'énerves quand quelqu'un la remet en cause. Tu te sens attaqué personnellement parce qu'elle est devenue toi.
et toute remise en question est vécue comme une menace. Non pas pour tes idées, mais pour ton identité. C'est ici que le bien et le mal deviennent dangereux, non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont utilisés pour figer l'homme. Tu n'agis plus à partir de ce que tu veux créer, mais à partir de ce que tu dois préserver. Tu deviens gardien de ton image, plutôt qu'auteur de ta trajectoire. Et cette inversion est subtile. Elle ne provoque pas de crise immédiate. Elle produit une lente asphyxie. Regarde honnêtement ta vie. Y a-t-il des choix que tu n'as même pas envisagés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idée que tu te fais de toi-même? Des désirs que tu as étouffés parce qu'ils ne collaient pas à ton identité morale? Des ruptures que tu as refusées parce qu'elles t'auraient fait passer pour quelqu'un de différent? Chaque fois que tu fais cela, tu renforces une prison intérieure dont tu es à la fois le détenu et le gardien. Nietzsche n'attaquait pas la morale pour libérer les instincts les plus bas. Il l'attaquait pour libérer la responsabilité. Tant que tu te caches derrière une identité morale, tu peux dire « ce n'est pas moi ». Tu peux te dissocier de tes propres choix. Tu peux éviter la question la plus simple et la plus lourde. Qu'est-ce que je veux réellement, indépendamment de l'image que je protège? Prends un instant ici. Pense à une situation où tu t'es dit « ce n'est pas moi ». Observe ce que cette phrase a fermé comme possibilité. Ne cherche pas à la juger. Regarde simplement ce qu'elle a empêché. Ce regard-là est déjà une fissure dans l'identité que tu défends. La suite portera sur ce qui se passe quand cette identité morale commence à se fissurer et pourquoi cela te fait si peur. Il arrive un moment où l'identité morale que tu défends commence à se fissurer. Pas parce que quelqu'un l'attaque frontalement, mais parce que la réalité insiste. Elle revient toujours au même endroit. Elle te montre, encore et encore, que malgré ta bonté, malgré ta justesse proclamée, ta vie ne ressemble pas à ce que tu dis vouloir. Et cette contradiction devient difficile à supporter. À ce moment-là, tu ressens une inquiétude diffuse. Tu n'es pas malheureux au sens dramatique, tu fonctionnes, tu avances. Mais quelque chose sonne faux. Tu as respecté les règles, tu as fait ce qu'il fallait, tu as évité ce qui semblait mal. Et pourtant, il manque quelque chose. Ce manque n'est pas moral, il est existentiel. Il vient du fait que tu as confondu être juste avec être vivant. Nietzsche savait que cette fissure est dangereuse parce qu'elle menace tout l'édifice intérieur. Si la morale ne garantit plus une vie pleine, alors à quoi sert-elle? Si être quelqu'un de bien ne protège pas du vide, alors que reste-t-il? Cette question fait peur parce qu'elle enlève la dernière structure stable. Beaucoup préfèrent colmater la fissure plutôt que de l'explorer. Ils redoublent de morale. Ils deviennent plus rigides, plus exigeants, plus sévères. Non pas pour vivre mieux, mais pour ne pas regarder le vide. Tu peux le voir chez toi. Quand ta vie ne correspond plus à ton image morale, tu ne remets pas immédiatement cette image en question. Tu cherches d'abord à la renforcer. Tu te dis que tu n'as pas assez bien appliqué les règles, que tu aurais dû être encore plus correct, encore plus raisonnable, encore plus fidèle à tes principes. Tu transformes ton malaise en culpabilité morale. Et cette culpabilité te maintient dans le système au lieu de t'en libérer. Mais cette stratégie a une limite. Plus tu renforces la morale pour combler le vide, plus le vide devient visible. Parce que la morale n'a jamais été conçue pour donner un sens à ta vie. Elle a été conçue pour réguler les comportements. Quand tu lui demandes plus, elle se retourne contre toi. Elle commence à t'étouffer. Tu te sens surveillé en permanence. Tu te juges sans cesse. Tu deviens dur avec toi-même. Et cette dureté ne te rend pas plus fort, elle te rend plus rigide. C'est ici que beaucoup d'hommes ressentent une colère sourde. Une colère qu'ils n'osent pas exprimer parce qu'elle semble immorale. Ils se sentent trahis. Ils ont respecté les règles et le résultat n'est pas là. Alors ils commencent à douter, non pas du monde, mais d'eux-mêmes.
Ils se disent qu'ils sont défectueux, qu'ils n'ont pas assez de volonté, qu'ils manquent de quelque chose. Et cette auto-accusation devient un nouveau refuge. Elle évite une question bien plus dérangeante. Et si le problème n'était pas ton manque de bonté, mais ton refus de responsabilité? Nietzsche aurait dit que cette fissure est une opportunité rare, le moment où l'homme peut cesser de se juger moralement pour commencer à se regarder lucidement, le moment où il peut abandonner la question « Suis-je quelqu'un de bien ?» pour une question beaucoup plus exigeante « Qu'est-ce que je fais de ma vie réellement ?» Mais cette transition est violente. Elle oblige à lâcher une identité qui a servi de protection pendant des années. Tu as peur de ce moment parce qu'il t'expose. Sans la morale comme bouclier, tu te retrouves face à tes choix nus, face à ce que tu as évité, face à ce que tu as sacrifié pour rester cohérent avec une image. Et cette confrontation n'offre aucun réconfort immédiat. Elle ne te dit pas que tu as raison, elle te montre seulement que tu es responsable. C'est pour cela que beaucoup reculent à ce stade. Ils préfèrent retourner dans la morale, même si elle les étouffe, plutôt que d'assumer cette responsabilité nue. Ils préfèrent une prison familière à une liberté exigeante. Ils disent que le monde est injuste, que les autres sont immoraux, que les valeurs se perdent. En réalité, ils ont simplement peur de vivre sans refuge. Arrête-toi un instant ici. Observe ce malaise discret que tu ressens parfois, même quand tout semble correct dans ta vie. Ne le qualifie pas, ne le moralise pas. Demande-toi simplement, qu'est-ce que ce malaise révèle sur ce que je n'assume pas encore ? Cette question ne demande pas de réponse immédiate, elle demande du courage. Il ne reste plus qu'une partie, et elle ne te laissera plus te réfugier nulle part. Quand la morale ne tient plus, il ne reste rien pour te protéger. Plus de règles derrière lesquelles te cacher, plus de valeurs toutes faites pour justifier ton immobilité, plus de récits rassurants pour expliquer pourquoi tu n'as pas agi. À cet endroit précis, beaucoup d'hommes paniquent, non pas parce qu'ils deviennent immoraux, mais parce qu'ils se retrouvent enfin seuls face à une question qu'ils ont évitée toute leur vie. Qu'est-ce que je fais réellement de mon existence quand je ne peux plus m'excuser par le bien et le mal ? Nietzsche ne t'offre pas une nouvelle morale pour remplacer l'ancienne. Il ne te propose pas un autre système. Il te retire le sol sous les pieds. Et ce retrait est volontaire. Parce que tant que tu tiens debout grâce à des règles héritées, tu ne sais pas si tu peux tenir debout par toi-même. La chute de la morale comme refuge n'est pas une catastrophe, c'est une épreuve de responsabilité. À ce stade, tu n'es plus quelqu'un de bien ou de mal, tu es quelqu'un qui choisit. Et ce choix n'est plus jugé selon une grille morale abstraite, mais selon ses conséquences réelles. Ce que tu fais te transforme. Ce que tu refuses de faire te transforme aussi. Il n'y a plus d'innocence possible. Et cette absence d'innocence est lourde à porter, parce qu'elle t'enlève le droit de te raconter que tu es resté propre. Beaucoup d'hommes confondent cette position avec le cynisme. Ils pensent que renoncer à la morale, c'est renoncer à toute exigence. C'est l'inverse. L'exigence devient plus haute, parce qu'elle n'est plus partagée avec un système. Elle repose entièrement sur toi. Tu ne peux plus dire « j'ai suivi les règles ». Tu dois dire « j'ai choisi cela et j'en assume les effets ». Cette phrase est simple, elle est aussi terrifiante. C'est ici que la responsabilité prend son sens réel. Pas comme une culpabilité, pas comme un devoir, mais comme une propriété. Ta vie t'appartient. Non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est le résultat direct de tes positions répétées. Chaque refuge que tu as utilisé, les circonstances, l'ignorance, la faiblesse, la morale, t'a protégé un temps. Mais ils t'ont aussi éloigné de ce point précis où tu peux dire « c'est à moi ». Nietzsche ne te promet pas que cette prise de responsabilité rendra ta vie meilleure. Il ne promet pas le bonheur,
il ne promet pas la réussite. Il promet quelque chose de beaucoup plus rare, la cohérence. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, entre ce que tu refuses et ce que tu assumes. Cette cohérence a un prix. Elle te coûtera des illusions, elle te coûtera des sécurités, elle te coûtera peut-être certaines relations, mais elle te rendra impossible le retour au mensonge confortable. À partir de là, le bien et le mal changent de statut. Ils cessent d'être des refuges, ils deviennent des conséquences. Tu n'agis plus pour rester quelqu'un de bien, tu agis parce que tu acceptes ce que ton action implique. Tu ne refuses plus certaines choses parce qu'elles seraient immorales, mais parce que tu ne veux pas porter leurs effets. Et cette différence est fondamentale. Elle te rend adulte au sens le plus dur du terme. Beaucoup préféreront ne jamais aller jusque-là. Ils diront que c'est trop radical, trop exigeant, trop dangereux. Ils auront raison. Vivre sans refuge est dangereux. Mais vivre toute une vie cachée derrière des justifications l'est encore plus. La première option expose ton corps et ton image. La seconde érode lentement ton respect pour toi-même. Et cette érosion est presque toujours invisible jusqu'au moment où il est trop tard. Voici maintenant une pratique. Pas un exercice de développement personnel, pas une méthode de changement, une simple vérification. Pendant les prochains jours, chaque fois que tu utilises un mot moral pour justifier une inaction, bien, mal, juste, égoïste, correct, arrête-toi une seconde. Reformule silencieusement la phrase sans vocabulaire moral. Remplace-la par « Je choisis de ne pas faire cela parce que je ne veux pas en assumer les conséquences. » Puis continue, sans te juger, sans te corriger. Observe seulement ce que cette reformulation révèle. Si cette phrase te choque, c'est qu'elle enlève un refuge. Si elle te met en colère, c'est qu'elle touche une zone protégée. Si elle te semble évidente, alors tu as déjà compris quelque chose d'essentiel. Ce que tu feras ensuite ne dépendra pas de Nietzsche, ni de la morale, ni de cette vidéo. Cela dépendra uniquement de ta capacité à vivre sans te cacher derrière le bien et le mal, et à porter enfin la responsabilité de ta propre vie. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.